bonjour et bienvenue dans cette seconde partie du podcast concernant les Red Ribbon. Je laisse maintenant la parole à Charnalk qui continue son tour des personnages de la saga. Bonne écoute. Bah sinon on n'a pas parlé du sergent métallique, vous en avez pensé quoi? Bah cool, Schwarzenegger quoi, c'est Voilà. la référence, de toute façon la référence est facile à trouver, mais non, je trouve que c'était pas mal, c'était un petit peu... La fin est assez facile, mais bon, c'était toujours un peu dans l'humour, donc moi j'ai trouvé ça pas mal. Par contre, il a pas du tout la même tête dans le film 4, je crois. Bah justement à cause de Schwarzenegger, pour les problèmes de droit. D'accord, ah bon, c'est pour ça? C'est quasiment officiel, ouais. D'accord, ok. Bon, c'est bizarre, parce que pourquoi ils auraient accepté à l'époque? Bah je pense qu'ils auraient dû payer des ayants droit, justement, à la firme de James Cameron. Ouais, parce que je trouve que justement, la référence est... La référence est bonne. Maintenant, avant, tout ne se savait pas. Il n'y avait pas Internet. Voilà, l'information en 2 secondes, en 2 clics, n'existait pas à cette époque-là. Et puis ça sortait pas du Japon, donc ils s'en foutaient, alors que là, non. Ouais. Par contre, Mizumi, je sais pas si toi tu sais, mais pourquoi est-ce que le commandant White change autant son apparence entre la série, le manga, et le 4e film? Ah oui, c'est vrai qu'il est complètement différent. Il a rien à voir. Le manga, il a la même tête. Par contre, c'est vrai que dans le 4e film, il n'a plus du tout la même tête. Est-ce que c'est une volonté de Toriyama? Il me semble qu'il y a une explication dans le Daishenshu, mais je ne parle pas japonais. Ça ne me parle pas du tout. Faudrait qu'on pose la question à qui le sait. Je ne sais pas. Je veux pas être dans la désinformation. Je ne sais pas. Bon, bah tant Je pis. peux pas vous répondre. Black aussi change pas mal quand même dans le 4e film, il me semble. Ouais, pour le coup, il ressemble vraiment à Will Smith. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Il ressemble vachement à Will Smith dans le 4. Bah, en même temps, c'est plutôt pas mal. Pour lui, ça passe, mais pour le sergent métallique, ça ne passe pas. C'est amusant quand même. Ah oui. Surtout que le sergent métallique ne sert strictement à rien. Enfin, le combat est vraiment médiocre. Bah, il sert à rien, mais il est quand même culte comme personnage, j'ai l'impression. Oui, il est culte, mais dans le 4e film, ses interactions sont... je sais pas, j'aime pas du tout. Dans le 3e film, par contre, il est très bien. Ouais. Ah, le combat dans la taverne était génial dans le... Oui, avec Lunch, Kuririn, c'était super ça. Très très bon animateur. Merci beaucoup. Moins sur DBS, hein. J'aime pas ce qu'il fait sur DBS, mais en tout cas ce qu'il faisait sur DBZ et DB premier du nom, c'était grandiose. Et Naoki Mihara, je crois, dans la foulée, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce 3e film d'ailleurs. Excellent film. Enfin oui, excellent film, mais non, je reverrai pas. Je suis pas un grand fan des films de Dragon Ball et de Dragon Ball Z, etc. Alors moi, j'adore vraiment, je suis du film 3. Je le trouve superbe. Moi, j'aurais toujours une préférence pour le deuxième. Je l'adore. C'est ce remake avec Chaozu en roi. Tout à fait. Tenshin Han qui est son conseiller. Enfin, je trouve l'histoire superbe. Pour ça, je kiffe, parce que justement, il y a une histoire, il y a quelque chose derrière, et que ça ne reprend pas forcément ce qui existe. Ils ont su s'approprier les personnages pour en faire quelque chose de très différent. J'approuve. Non, il y a un personnage important de l'arc qu'on n'a pas abordé, c'est numéro 8. Ah oui, c'est vrai. Excellent. Qui est d'abord un antagoniste, malgré lui. Hachan. Puis qui devient un des seuls alliés de Goku, à part l'intermède avec Kuririn et Bulma, un des seuls alliés de Goku dans cet arc. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est un allié qu'on retrouvera à la fin, surtout dans l'anime, mais pas dans le manga. Quand Goku demande à tout le monde d'envoyer son ki contre Buu, on retrouve effectivement Hachan, qui est l'un des premiers à le reconnaître. Dans le manga aussi, il me semble. On voit dans le manga. Ou alors, très brièvement, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout, Hachan, dans le manga. En tout cas, on revoit Snow et normalement Hachan aussi. Par contre, est-ce qu'il y a que moi qui soit choqué de ne pas voir apparaître numéro 8 dans la partie des humains artificiels? Moi, je pensais vraiment qu'on allait le revoir à ce moment-là. Comprendre que lui aussi, c'est un humain artificiel du Dr. Gero, par exemple, je sais pas. Moi, ça m'a pas choqué plus que ça, non. Ah, moi, c'est l'illustration de Toriyama à la fin de chapitre quand il explique que Dr. Gero a construit tel et tel humain artificiel. Et tu voyais justement numéro 8. Moi, je pensais naïvement qu'on allait peut-être le revoir à ce moment-là. Ça me paraissait pas impossible ni débile. Après, impossible, mais il aurait fallu qu'il raconte quelque chose, qu'il y ait quelque chose à raconter avec lui. Je pense ça aurait toujours à inclure, je pense. Par rapport à Europe de la mort qui tue, parce qu'il était vraiment... Ça aurait cassé le niveau. Déjà, Gero lui-même le croit détruit, donc... Peut-être.
plus est, il faut qu'il ait quelque chose à raconter. C'est juste pour le faire apparaître, pour dire t'as vu, je suis un robot du Dr Gero, puis Pierre disparaît. Surtout qu'en plus, on a de lui une image où il est doux, il est gentil, il apparaît dans un arc. Ouais, puis ça aurait fait quoi avec numéro 16 Ça serait pas Ça aurait pu être cohérent avec numéro 16. Ouais, parce Mais que c'est vrai numéro qu'il y a 16 a pas beaucoup de liens avec numéro 8, justement. On comprend qu'il a été créé par le Dr Gero et je trouve que ça suffit, quoi. Bon, bah, très bien. Ça reste quand même aussi un personnage. Enfin, dans l'anime, il est peut-être moins utilisé, je veux dire. Mais dans le film 4, par contre, il a un rôle prépondérant, je veux Il dire. a un très, très grand rôle dans le film 4. Dans le film 4, il lui rend vraiment honneur. Oui, c'est presque le co-héros avec Goku, je veux dire. Ouais, c'est vrai, il a le rôle clé. Et c'est bien fait en plus, moi je trouve. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'adore le film 4, c'est mon préféré de Dragon Ball. Mais c'est vraiment très bien fait en plus, tu vois. Techniquement, c'est imbattable. Au niveau de l'histoire, de la mise en scène, je veux dire, c'est oui, comme dit Goku dans la VF. Et je veux dire, malgré que ce soit pas la volonté de Toriyama, ils font ça très bien. Tout à fait. Ouais. Puis la référence à Frankenstein est aussi intéressante. Tu disais un truc? Frankenstein, Oui, la créature de Frankenstein, elle est évidente dans le Gara Design. Oh, ça c'est. Et puis il y a aussi Boing, dont on n'a pas encore parlé. Ah oui, la créature. La chaîne de télévision là, qui censure Dragon Ball Super. Putain, j'ai eu un moment de réflexion. Censuré, un anime déjà censuré, quoi. Non, mais sérieusement. Enfin bref. Non, Boing, le gars élastique. Il ressemble un peu à celui du film de DBZ là. Au nom imprononçable, de la docteur Huiro. Pour le nom imprononçable, Misokatsune. À tes souhaits. Misokatsune. Ouais, Boing, il était extrêmement balèze. Déjà, le Kamehameha lui faisait rien. Donc, avant Toei Pai Pai, c'était un peu le seul, si j'ose dire. Et il était intéressant parce que c'était pas sa force qui le rendait invulnérable, c'était la matière dont il était fait. Donc, la fois qu'on voyait un ennemi résister comme ça au Kamehameha. Ouais. Mais du coup, c'est qui l'avait créé? Beaucoup avaient l'habitude de les enchaîner, il devenait même un peu méprisant, je trouve. C'est vrai. Mais du coup, c'est qui l'avait créé? Boing serait-ce officieux? C'est peut-être le Dr Gero, je ne sais pas. Je crois qu'il n'y a pas de réponse sur. C'est pas forcément dans l'illustration en tout cas, donc on va savoir. Bon. Ah, c'est peut-être dans le landmark en fait. Tiens. Je vais regarder ça. Tiens. Je pense pas que je pense pas qu'on ait l'information sur qui l'a conçu. Je pense pas. Je l'ai jamais vu en tout cas. Ouais, moi non plus. Non, c'est peut-être tout simplement un monstre, un monstre entre guillemets normal qui existe sur Terre. Mais bon, c'est vrai qu'après on en a plus trop des monstres de ce type-là, donc c'est vrai que la question peut se poser. Je me demandais d'où venait, mais à mon avis, c'est juste qu'il vient de. Je sais pas pourquoi vous l'avez appelé Boing, parce que ça, c'est le nom assis dans la version d'accord, dans la Perfect Edition. Ok, ils l'ont appelé Boing. Parce que dans la version originale, il s'appelle Boyon quand même. Ouais, mais c'est une onomatopée, il me semble. Ça. Oui, d'ailleurs, c'est très bien pensé parce que justement. Donc, elle a adapté dans une onomatopée française. Boyon, en fait, c'est le bruit que fait un ressort quand il rebondit pour les Japonais. Donc, nous, effectivement, Boing, voilà. Ouais, voilà. Ouais, comme ils en ont beaucoup plus que nous, c'est vrai que c'est pas évident à adapter non plus. Ils adorent les mots, les anatomes en mots, c'est terrible. Oui, ils en ont des vraiment très très précises, quoi. Donc. D'ailleurs, je vais vous faire remarquer un petit truc, mais vous savez, c'est la tête de Boing, on s'en fout là, boum boum, mes couilles. Il a deux antennes comme Piccolo sur le crâne. Oui, ça m'a. C'est peut-être un mec. C'est peut-être un ancien Namek. C'est peut-être un Namek rose. Un Namek rose. Imaginez que du coup, il a des antennes. Et le pouvoir, tu sais, il est gros, tu vois, tout ça. Du coup, c'est peut-être un Namek femelle, en fait, tu vois. J'ai inventé une théorie comme ça. Il est rose, puis rose, on sait tous que c'est la couleur des filles, hein, voilà. Non, mais par contre, il a un truc, c'est le Tsunobim, le rayon avec les antennes, comme Piccolo. C'est vrai. C'est vraiment un Américain. Un Américain. Un Américain. Dans le landmark, le Forever, là, il y a tous les personnages. Considérant ce que je disais avant, c'est peut-être pas un Namek, plutôt un Nameuf, en fait, du coup. Il y a quand même quelqu'un qui a rigolé. Pas mal. C'est bon, c'est pas un bide. Ça va. Niveau beat, c'est bon, il y avait Bouillon pour ça, donc ça va, ça allait. Oh, mais il enchaîne. Il est chaud, là. Aïe. Boeing, là, dans le Forever, ils disent pas d'où ils viennent, hein. Ils disent juste que voilà. Non, bah tant pis. Le 4ème étage et que ça peut être élastique. C'est une création du Red Ribbon, .bar, voilà, tant pis. Mais extrêmement coriace en tout cas. C'est qu'ils ont utilisé la stratégie pour l'Unique Saras, c'est trop cool ça. Ouais.
Ils l'ont eu, ce fiefé-tut. Heureusement qu'il l'a affronté dans une région où il fait froid. Oui, parce que sinon, je pense qu'il y serait encore. Ouais, il aurait été mal barré. Ken, il l'aurait transpercé, c'est tout. Pas faux. Merci pour ce mot. Laissé manger, il se serait laissé manger, il aurait pété de l'intérieur, je sais pas, tu vois. J'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est repris dans Dragon Ball GT, mais j'aime beaucoup quand Goku il est dans la gueule du truc comme ça, qu'il lance un regard mauvais à numéro 8 en mode mais bouge ton cul, je suis en train de me faire défoncer. L'autre il est mort de peur, c'est trop rigolo. Et avec Goku et Trunks dans l'épisode avec le géant, là, t'as Goku qui dit mais bouge-toi, je suis en train de me faire bouffer. Et du coup Trunks dit non, je suis en train de me faire manger. Du coup voilà, c'est. Enfin, en tout cas, je me rappelle de ce dialogue-là, c'est peut-être pas ça exactement, mais c'est dans le même esprit comme ça. Goku qui essaie de sortir de la gueule du truc, ça a moins bien marché pour Eren dans l'attaque des Titans par exemple, qui se fait manger un bras. Enfin, voilà. Mais ouais, j'aime bien. C'est le cas aussi, c'est violent. C'est le meilleur manga du monde. Mais je dis ça sur un podcast Dragon Ball, tu sais, je cherche pas la merde moi. Mais Et tu vas me dire que Précure, c'est mieux. C'est mieux foutu que Dragon Ball Super ou Dragon Ball tout court d'ailleurs. C'est la meilleure production Précure de Toei Animation. C'est la plus homogène. Mais bref. Ouais, c'est un personnage que j'aime bien. Moi j'aime bien aussi je trouve qu'il a un certain charisme comme ça, un peu décontracté, genre il met ses pieds sur le tableau de bord et tout, il donne des ordres et tout, tu vois, je sais pas, j'aime bien ce côté un peu, il est sûr de lui, il sait qu'il va l'emporter, alors qu'en fait pas du tout, mais ce côté un peu bad guy, qui dirige toute une troupe et tout, où il donne des ordres du haut de sa tour, et c'est un peu comme dans ces jeux vidéo où il fallait monter des étages, arriver au boss final. Ah bah, c'est clairement un jeu vidéo. Ouais, j'aime bien ce côté un peu jeu vidéo-esque qu'on a comme ça, et ce gars qui est au dernier étage qui donne les ordres et qui finalement n'est pas vraiment le dernier obstacle, quoi. Enfin, si, c'est le dernier obstacle techniquement. Ouais, ça m'a un peu déçu ça. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus fort. Moi, pas tellement, parce que il fait preuve quand même. Il exploite en fait les faiblesses des gens, quoi. Il exploite la bonté de Hachan, il exploite la naïveté de Goku, et il s'en sort quand même pas trop mal, mine de rien. Ça reste un simple terrien. Je veux dire, bon, au corps à corps, il est peut-être très fort contre d'autres. Et là, contre Goku et Hachan, il peut rien faire, il le sait. Et du coup, il exploite les points faibles des autres. Il les exploite psychologiquement. Et tomber sur ce genre d'ennemi, nous, on s'attend tous à un gros colosse qui maîtrise les arts martiaux. Et là, en fait, on a affaire à un mec qui maîtrise surtout la psychologie, quoi. Il est en train de se foutre de leur gueule. Il leur dit, toi, tu bouges pas, sinon je tire sur Goku, machin. Non, je fais sauter la tête du prisonnier, là, le maire du village. Goku, toi, tu te retournes, sinon c'est pareil, l'autre, il y passe. Ouais, il sert d'un otage. Il est... Ouais, je trouve que c'est un tacticien aussi, ouais. Mais ça, j'ai envie de dire, c'était un grand classique. C'était un grand classique, ça, dans les années 80. Dans les années 80, par exemple, tu avais toujours le bras droit qui était plus important que le chef lui-même, par exemple. Dans L'Arme Fatale, tu avais ça. Dans Streets of Rage 2, par exemple, Shiva était bien plus impressionnant que le Mister X, le boss du jeu, quoi. Bah là, c'est un peu pareil. Bah, c'est un peu le même principe avec le Général Red et puis Black. Oui, la Station Heroes, dans le film américain, c'était pareil aussi. Il y a plein d'exemples comme ça. C'est vrai. Et sinon, je sais pas, est-ce que vous vous rappelez quand Son Goku va à la tour de Karine? Vous vous rappelez dans l'animé quand il ouvre les vases? Très vaguement, c'est très vieux. Les jarres, pardon. Pas les vases, les jarres. Je m'en souviens plus, moi, parce que c'était que dans l'anime. En fait, dans l'animé, ce qui se passe, c'est qu'il voit l'avenir. Il voit ce qui va lui arriver prochainement. Et c'est à ce moment-là où tu vois pour la première fois Uranei Baba. Et ainsi que Son Gohan. Ça fait du foreshadowing. Super. Eh ouais. Et est-ce qu'il voit son fils devenir Great Saiyaman, non? Non, par contre, on voit Freezer. Dommage. Saut de la tour Karine et puis... Et on voit Majin Buu, il me semble. Le gros troll. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Baba aurait pu le prévenir pour Great Saiyaman, mais Chichi aurait avorté. Quel manque de goût. Great Saiyaman, vous énervez pas. Mais bon, voilà. Ou alors peut-être même elle aurait dit refus mariage. Enfin, tu vois, ça serait fini en manga psychologique, en slice of life. Les divorces au Japon et Goku aurait arrêté le combat aussi. Bon, bah enfin, voilà pour ce passage. Moi, il m'avait bien marqué la première fois que j'avais vu. Bah, je me souviens que c'était assez bizarre. Je me souviens de l'épisode comme étant très bizarre avec les jarres et tout, mais je me souviens plus trop de ce qu'il y avait, mais j'ai toujours eu dans mes souvenirs un épisode bizarre avec des passages, enfin des flashs un peu, des flash forward en fait, de ce qu'on va voir. Et on voit Gohan, c'est ça? On voit le vieux Gohan.
Oui, tout à fait. On voit le vieux Gohan, on voit Lanai Baba. Ouais. Et on voit surtout des espèces de putains de dragons sortir des jarres, attaquer Goku. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là, ce bordel? Dragon maléfique de GT. Ça, c'est ça. Je pense qu'il doit y avoir une signification là-dessus. Mais laquelle? Merci. Bon, est-ce qu'on peut parler du pape, peut-être? Oui, on peut parler du pape, oui. Toi aussi, t'as entendu du pape, oui. Du pape. Oh là là, c'est pas possible, quoi. Non, c'est vrai que c'est un passage important de l'arc, quand même. Un des moments les plus dramatiques, d'ailleurs. Ou pas, quoi, mais bon. Sortez-le. Bon, il n'y a pas des blagues aussi drôles que moi. Bon, bah, personne n'a rien à dire sur UPA. Bon, bah, écoutez, merci. Merci beaucoup, messieurs. C'est vraiment un personnage vraiment marquant. Fille ou garçon? Ah, ça, c'est quand Kurapika, on se rappelle. Bah non, ça, c'est un garçon. C'est un garçon, ça. Il fait paf paf. Il fait paf paf pour le découvrir. Du coup, Kulilin, il dit, elle est plutôt mignonne, c'est la petite fille là que t'as ramenée. Et t'as Goku, il fait, mais c'est un garçon. Et Upa qui fait, bah oui, je suis un garçon. Et Kulilin qui est en mode dégoûté, en merde. Oui, d'ailleurs, c'est la seule fois où Goku comprend que c'est un garçon sans avoir à faire. Sans avoir, ouais. Et ouais, c'est vrai. Qui commence à grandir. Et quoi? Eh oui, il était temps. Ouais. Non, bah c'est vrai que sans Upa, il n'y aurait pas la quête avec Bola. La quête des Dragon Ball prend tout un sens par sa mort, justement, totalement gratuite et cruelle par Tao et Pai Pai. Donc c'est un passage très important. Il veut juste la Dragon Ball de son grand-père. À la base, c'était juste ça. À la base. Et après, ça prend un autre sens parce que là, il veut les réunir. Il en fait une affaire personnelle. Il veut les réunir pour ressusciter son père. Exact. Ça. Ouais. Il y a un truc que j'aime beaucoup dès l'apparition de Upa et Bola, c'est qu'il y a une BGM de l'anime à l'occasion avec quelques notes en plus qui sont des petits coups de tambour indien. Je sais pas si vous l'avez remarqué, la background music, la BGM, excellente musique. De fond, c'est une musique qu'on entend dans Dragon Ball déjà avant ça. Et elle a deux versions, cette musique. Elle a deux versions. Une version avec les tambours indiens, qui retrace majoritairement les épisodes où il y a Upa et Bola, notamment les passages où Upa pleure la mort de son père. On a ces petits coups de tambour indiens qui sont rajoutés à la BGM, qui ne sont pas présents dans la BGM. Elle a été recomposée avec les petits coups de tambour. Ouais, du coup, il faudrait que je revoie l'animé, parce que là, je l'ai plus en tête. Il y a absolument rien. Ouais, pareil. Ouais. Une release, c'est une BGM qui n'a pas été sortie en CD, donc je peux pas vous la transmettre. Mais ouais, en tout cas, c'est certain. Il y a deux versions de cette background music, et j'avais trouvé ça intelligent en fait de rajouter ce petit coup de. Ça change complètement la perception qu'elle donne, parce qu'on sent vraiment que là, elle est consacrée. Elle est pour Upa, elle est pour son père, elle est pour Bola, pour Upa, elle est pour eux deux, quoi. Elle est pour cet arc. Ouais, je trouve ça bien aussi. Ouais. Bah, c'est ce qui était bien avec la série, et puis même choisi pour les scènes et non pas mise aléatoirement en fait. Parce que maintenant, même pas que Dragon Ball, pas que la licence Dragon Ball, mais même les autres œuvres, j'ai l'impression que les musiques sont un peu balancées, mais sans vraiment suivre la scène. Non. C'est vraiment ils mettent la musique sans vraiment de lien spécifique. Alors que je me souviens après c'est peut-être ma perception qui est différente, mais j'ai l'impression qu'avant, dans pas que Dragon Ball d'ailleurs, les autres qu'il y avait, les musiques accompagnaient vraiment la scène en question et changeaient la musique changeait selon la scène. Et je retrouve plus ça en fait maintenant. Quand je vois, j'ai très peu suivi DBS par exemple, mais je retrouve plus ce genre de choses. Alors, c'est peut-être une fausse impression, mais. Alors sur DBS, je me prononcerai pas, surtout sur les premiers arcs, où là pour moi c'est pas ça quoi. Par contre, sur d'autres œuvres, il y a un travail qui, pour moi, surpasse largement celui de Dragon Ball. T'as pas mal d'œuvres. Je prends Hikaru no Go, je prends Death Note, je prends Bakuman. Pour ça, c'est que les œuvres de Takeshi Obata, mais je peux prendre l'Attaque des Titans, enfin Shingeki no Kyojin. Je peux prendre qu'est-ce qu'il y a, Full Metal Alchemist. Je peux en prendre plein comme ça. Après, je pense que c'est plus des mangas très longs du style, enfin très longs. Du style Dragon Ball que j'appelle un peu manga fleuve qui sont sur la durée, et du coup la production d'épisodes fait que c'est peut-être un peu moins travaillé par rapport à
à d'autres animés comme l'Attaque des Titans, j'ai l'impression que c'est quand même un autre travail dessus. Et même Death Note que j'ai lu qu'en manga, j'ai pas regardé l'animé non plus. Mais enfin après je te dis c'est une impression que j'ai. Après quand je revois certains épisodes de Dragon Ball ou même Dragon Ball Z, j'ai l'impression que les musiques vraiment sont adaptées vraiment à la scène en question et limite ces musiques-là on les entend très peu dans le reste de la série parce qu'elles sont vraiment adaptées à une scène en particulier. Alors en fait ce qu'il y a c'est que je sais pas si tu es au courant, Dragon Ball et surtout Dragon Ball Z, Kikuchi composait pas les musiques pour la série, et alors il en a composé quelques-unes pour Dragon Ball Z, hein, qui sont exclusives à Dragon Ball Z, mais les autres étaient exclusives au film, enfin composées pour les films, et elles étaient utilisées ensuite dans la série pour promouvoir le film. C'est ce que faisait la Toei Animation pour toutes les séries de l'époque, Saint Seiya, Dragon Ball, c'était toujours pareil. D'abord, une musique apparaissait, a été créée pour les besoins d'un film, ensuite, 7 à 8 mois plus tard, on les retrouvait dans la série. D'accord. Ah ouais, tu vois, je ne savais pas. Parce que je sais qu'il y a certaines musiques qui apparaissent. Ah, ça a coupé. De celle du film 2 de Dragon Ball, par exemple, qui revient lors du sacrifice de Piccolo. Ah oui, la musique de Lucifer. Ouais, voilà, ouais. Et du coup, j'ai cet exemple-là qui me vient, mais après, je savais pas pour les. En général, je savais pas que c'était ça. C'est un autre exemple, parce que Dragon Ball Z étant la suite directe de Dragon Ball, tu as des background music de Dragon Ball qui sont reprises, ce qui n'est par exemple pas le cas dans Dragon Ball GT, ce n'est pas le cas. C'est pourtant la suite directe de DBZ, mais t'as aucune musique de DB ou de DBZ, ils ont changé de compositeur. Par contre, de DB à DBZ, dans DBZ, tu retrouvais des musiques de Dragon Ball premier du nom. Alors c'est vrai que... il y en a beaucoup. Hein. Ah, la plupart. Les musiques qu'on entend principalement dans la saga Namek, Dragon Ball qui ont été reprises déjà dans Dragon Ball. Dragon Ball dans l'arc Namek, oui, tout à fait, oui. Mais même la musique qu'on entend quand Piccolo meurt et fait ses adieux à Gohan, c'est une musique de Dragon Ball premier du nom, par exemple. Ouais. Son sacrifice dans l'épisode précédent, mais ouais. Mais d'ailleurs, tiens, si parmi nos auditeurs, il y en a qui parlent japonais, je sais pas, après tout, il me semble qu'on entend des chants en japonais dans la musique où Piccolo se sacrifie comme ça, dans les chœurs, là, je ne sais pas du tout ce qui est chanté. J'entends un truc genre Mesameta, se réveiller. Tu penses que c'est une signification? Ça va être plutôt random comme. Il y a vraiment une signification? J'ai jamais identifié les chœurs. Pour moi, au départ, ça me faisait penser à Carmina Burana, donc. Mais il me semble qu'il y a vraiment un sens à ce truc. Je demanderai je vais taguer des gens qui parlent japonais, Fedwa, des ça serait intéressant de savoir ça. Et compagnie, mais. Non, parce que je voudrais vraiment une réponse, je la posterai la chanson et je demanderai parce que je suis sûr qu'il y a un sens à cette chanson. Enfin, là, on s'éloigne, mais. C'est vrai que j'adorerais savoir. Bah écoutez, de toute façon, je pense qu'on a peut-être tout dit sur le Red Ribbon, sauf si vous avez encore des choses à rajouter. Kusa, t'avais des choses à rajouter? L'assaut final, on n'a pas parlé de l'assaut final de Goku contre le Red Ribbon, on a parlé des arcs, enfin des différents bastions. Ouais, en partie importante, il n'y a que l'assaut final, je pense qu'on n'a pas évoqué. C'est un fillers, ce passage-là, cet angle de vue-là est un fillers. Vous vous souvenez du petit robot que fabrique Bulma, elle l'improvise à la Caméos. Ouais, qui suit partout là. Ouais, c'est une sorte de petit robot caméra comme ça, qui est à peu près de la taille de Goku sur son nuage, et du coup, elle envoie ça surveiller pour voir où Goku se rend. Attends, t'as Lunch qui dit, je crois qu'il va au Red Ribbon et tout, et t'as Bulma qui dit, s'il est en danger, machin, je vais fabriquer un truc, et puis je vais regarder où il se rend. Donc on le voit dans le manga aussi, ça. On le voit dans le manga. Par contre, la partie dont je veux parler, qui est exceptionnellement animée, c'est quand elle traverse cette petite machine, deux falaises de glace. Gokujo, il serait là. Coucou l'ami, si tu nous écoutes. Il saurait très très bien de quoi je parle parce qu'il adore cette séquence aussi. Elle est animée par Naoto Shishida. Donc on a cet appareil, cette espèce de robot espion fabriqué par Bulma qui traverse deux colonnes de glace comme ça, qui s'approche petit à petit du Red Ribbon. Et là, il commence à se faire canarder par des missiles partout, à tête chercheuse et tout. Et cette séquence-là, en animation, elle est dinguissime. C'est du Naoto Shishida, corrigé par Masayuki Uchiyama. Donc, encore un épisode que tout le monde va dire, oui, mais c'est Uchiyama. Oui, mais bon, ces épisodes étaient géniaux. Enfin, moi, ils font partie de mes préférés. De toute façon, c'est simple. Mes combats préférés, Uchiyama. Voilà, c'est ces épisodes que je préfère. Bref. Et une musique de fou. Du coup, il y a une animation dinguissime, une musique dinguissime. Non, franchement, cette séquence, c'est pas du combat qui grisant à regarder. C'est génial.
C'est génial. C'est dans l'épisode. Cette partie avec ce robot espion, ça dure longtemps dans l'anime? Ça dure 5 minutes. Même pas 2 minutes, ça dure même pas 2 minutes. C'est dans l'épisode. Parce que dans le manga, ça dure pas longtemps. Il apparaît pas dans le manga. Non, ça. Ah si, on le voit ce robot, ouais. Ce robot, il se fait dégommer par il se fait dégommer par un hélicoptère du Red Ribbon d'ailleurs. Ah, pardon. Là, je crois qu'il se prend un missile venant du sol. Ouais. C'est un hélicoptère qui est à côté, dès qu'il le voit, ça c'est dans le manga, mais dans l'anime je crois qu'il se prend un missile venant du sol. Ils l'ont pas fait. D'accord. C'est dans l'épisode 65 de Dragon Ball, celui qui suit le combat contre Tao Pai Pai d'ailleurs. Mais techniquement, ce passage il est tout aussi impressionnant que Blue qui atterrit sur Kamahouz justement via son avion. Ouais. La séquence aussi est impressionnante dans l'anime. C'est vrai, ouais. Je sais pas de quelle animation, ça fait longtemps que j'ai pas vu l'épisode, quand Blue saute de l'hélico, enfin de son avion, mais ouais. S'il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment le moment où on voit General Red péter les plombs. On a donc c'est Kenji Utsumi qui le double. Kenji Utsumi, pour ceux qui veulent savoir un peu qui il a doublé, il a doublé Senbei, le créateur d'Arale, le fameux Dr Slump. Il doublera par la suite Rikum. Kenji Utsumi, c'est la voix de Shenlong, c'est la voix du présentateur des tournois aussi. En tout cas dans Dragon Ball, parce qu'après c'est Hirotaka Suzuki. Ouais, c'est Suzuki. Et Suzuki qui le double dans Dragon Ball Z, mais dans Dragon Ball premier du nom, c'est Kenji Utsumi. Donc Kenji Utsumi. T'as pas fait Rikum aussi? Comment? T'as pas fait Rikum aussi? Oh, il suit. Si, je l'ai dit, il a fait Rikum. Ah ouais. Il a fait Rikum, tout à fait. Et Kenji Utsumi, du coup, là, il nous donne vraiment un tempérament très très différent parce que jusqu'à présent, Utsumi, on l'avait entendu sur le présentateur des tournois, donc un truc très rigolo finalement, avec un bon débit. On l'avait entendu sur Senbei Norimaki à ce moment-là, donc le Dr Slump, donc toujours un personnage gaguesque, très classe, très sérieux. Mais on avait Kenji Utsumi encore avec la voix grave, pas agacé, voilà, très calme. Il maîtrise la situation, il gère ses troupes, c'est un peu, voilà, c'est le despote, quoi. Et après ça, Kenji Utsumi, en fait, quand Goku finalement franchit tous les barrages, tous les bastions du Red Ribbon, enfin, qui en plus il défait Tao Pai Pai, enfin, voilà, c'est défaite totale pour le Red Ribbon. On voit Kenji Utsumi, donc le général Red, péter les plombs, mais vraiment péter les plombs. Tant pis, qu'ils se sacrifient tous, c'est des lâches, ils s'enfuient, ils quittent mon armée, voilà, les rats quittent le navire, ils pètent les plombs, ils pètent littéralement les plombs. Et là, on a vraiment un doublage qui est inédit pour ce seiyuu et je trouve ça fabuleux. Il est génial sur ce rôle, Kenji Utsumi. Et à son âme, envie de revoir ce passage. Ouais, il est génial. Quand il pète les plombs, même Black, on voit le personnage comme ça qui est... Enfin, je veux dire, l'animation de Black, les yeux, le regard et tout ça qui lance au Général Red à plusieurs moments, ça dans l'idée que Red perd complètement les pédales et... il panique beaucoup. Ouais, c'est ça, le doublage s'y est parfaitement à la scène, quoi, c'est génial. D'ailleurs, Black, petite parenthèse, Masaharu Sato, la voix actuelle de Kame Sennin dans Dragon Ball Super et Dragon Ball Kai. Masaharu Sato, c'est la voix du roi Vegeta dans le film 8 avec Broly. Ah, c'était pas Kenji Utsumi? Quoi, dans le film avec Broly, roi Vegeta? Ah, King Vegeta, il était pas... Ah, il a changé de voix dans le film 8. C'était pas Kenji Utsumi. C'est Masaharu Sato. Ah, donc c'est Kenji Utsumi, il ne le double que dans le flashback dans Dragon Ball Z alors. Ça. Ah, ok. Merci, monsieur. Ouais, Masaharu Sato, donc la voix de Black. Pareil, c'est le même seiyuu dans le film 4, de la même manière que c'est le même seiyuu aussi de Kenji Utsumi dans le film 4. Là, ils n'ont pas changé. Ok. Bah, je sais pas, Goten, t'en as pensé quoi, toi, de la fin? Moi, j'ai beaucoup aimé l'arrivée de Goku sur QG. J'ai trouvé ça épique, vraiment super. Quand tu vois le mec qui est dans son hélicoptère qui vient de dépouiller le petit robot espion de Bulma, et tu vois une silhouette arriver plus loin, et il informe ses supérieurs que voilà monsieur Tao Pai Pai, et en fait il se rend compte que c'est Goku. Après t'as Goku qui débarque dans le QG en lui-même, et là c'est la foire au coup de pied, coup de poing, il se prend, enfin, je trouve c'est épique, c'est vraiment le mot épique. Je l'ai relu hier, et j'ai trouvé ça génial. Pourtant, je connais quasi par cœur avant de le lire, mais à chaque fois, je suis comme un gosse devant. Je trouve que c'est super, c'est une super scène. Et pareil, je reviens sur le général Red. J'aime beaucoup sa réaction, il panique complètement.
avec Black qui commence à lui poser des questions, et puis au final, il se rend compte que le général Red n'avait pas l'ambition qu'il pensait avoir. Et bon, après le combat final contre Black, je trouvais ça pas mal, mais bon, sans plus. C'est vraiment la partie Goku contre tout le monde que j'ai trouvé génial. D'accord. Je préfère dans le manga. Par contre, ce que j'aime beaucoup dans l'anime, c'est la fuite quand tout le monde s'enfuit. Ça, c'est bien mis en scène. Tout le monde se barre. On a même le général, le colonel Violet qui pique de l'argent, qui fait péter le coffre-fort et tout, qui se casse, qui fait un petit clin d'œil avec petite bouche en cœur comme ça au général Red, en mode bon, bah, je t'ai piqué ton fric, t'as plus rien, t'as plus de soldats, tu vas peut-être crever dans pas longtemps. En plus, moi, je te vole ton argent. Salut. J'ai trouvé ça génial. C'est vrai que le sort de ce personnage dans le manga est inconnu. Oui, c'est dommage. Mais en tout cas, voilà, je préfère l'attaque de Goku dans le manga, largement. Bien que l'animé propose un truc vachement sympa, c'est une petite rediffusion des grands moments de l'arc du Red Ribbon, c'est du fillers, avec une musique originale du consacré au Red Ribbon, là, qui est pas mal, j'aime bien cette musique. Une musique chantée, hein. Ouais, pas mal. Juste quand Goku arrive, bon, ça casse un peu le rythme, mais j'aime bien la musique, donc du coup j'aime bien remémorer les grands passages, j'ai trouvé ça génial. Mais je préfère quand même l'attaque, voilà. Dans le manga. C'était dans quel épisode ça, Mizumi? C'est le 65 ou 66, c'est l'un des deux. C'est forcément l'un des deux. 64, Tao Pai Pai meurt. 65, Goku est en route vers le Red Ribbon. Je suis presque sûr que c'est le 65. Et 66, il est au Red Ribbon, quoi. Et j'adore la détermination de Goku quand il arrive. Il arrête pas de courir, il court partout. J'adore l'expression du visage qu'il a. En fait, ça retourne un peu les rôles, je trouve. C'est vraiment le Red Ribbon qui se fait attaquer, alors que d'habitude c'est eux qui attaquent à chaque fois, qui viennent mettre des bâtons dans les roues à Goku. Alors que là, c'était lui qui arrive, il défonce tout. J'ai trouvé ça super. C'est un bon final. Quand on connaît la complétude, toute l'histoire, quand même que là-dedans, pendant ce temps-là, c'était pas prévu à l'origine, mais Dr. Gero est en train de se tirer lui aussi pour continuer ses expériences, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on y pense, ouais. Et tu vois ça, un autre œil. Ouais. Ça m'a toujours fait chier que le Dr. Gero ait été créé bien après. Du coup, on conserve tout le mystère autour de lui. Alors après, ce que j'aurais bien aimé, c'est si Toriyama avait pensé au personnage et qu'il nous avait mis juste une silhouette d'un type qui se casse et qu'il nous l'avait teasé comme ça jusqu'au Red Ribbon. Ça aurait été ouf de faire ça. Ça aurait été salaud, mais ça aurait été génial. Dire putain, mais c'est qui ce type? Et là, d'un seul coup, il réapparaît, tu dis oh putain, on l'avait oublié cette ombre, on n'y pensait plus. Les Saiyans, Frieza, le Super Saiyan, Trunks. Et là, Trunks, il dit ouais, voilà, ça serait cool, ça aurait été génial. Mais bon, c'est le seul regret que j'ai, c'est qu'il ait pas pu utiliser juste un vieux mec qui se barre comme ça. Et puis le reprendre 80 chapitres plus loin ou 150 chapitres plus loin, dire putain, en fait, il est toujours là ce vieux là. C'est pas un vieux, juste un vieux, non, c'est pas juste un vieux. Ça j'aurais adoré. Ouais, c'est vrai. Le fait de conserver. Ils peuvent encore le rééditer le manga. Vu la méthode de travail de Toriyama, c'était pas possible. Non, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà, moi ça me gêne pas plus que ça. Puis bon, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de podcast, très très brièvement, Dr. Gero, il est dans mon top 5 des persos préférés. Il est 5ème. J'adore ce personnage-là. Et là, le fait de me dire, putain, en fait, Dr. Gero, si vraiment, bon, c'est pas le cas, mais si vraiment Toriyama y avait pensé, actuellement, il est en train de se barrer, Goku est en train de tout saccager, Red, il pète les plombs, et pendant ce temps, Gero, il se casse. Je trouve que le truc s'accroche très très bien au Red Ribbon, le fait d'avoir dit qu'il y a un vieux qui s'est barré, je trouve ça génial. Bon, bah, ok. Bah, pour terminer, peut-être que Shonen Gohan, Kusa, sur cette partie, un truc à dire? Personnellement, enfin, bon, j'avais beaucoup de choses à été dites, mais c'est vraiment une bonne finalité pour cet arc qui, comme, durait assez longtemps. Près de moi, il y en a 2 entiers, et puis 2 moitiés, donc ça fait quand même... donc c'est un bon final, on va vraiment l'arc final de Goku contre les Red Ribbon. Bon, forcément, les soldats, ils peuvent rien contre lui, parce que bon, c'est Goku, c'est le héros. Mais c'était plutôt bien fait, je trouve. On voit vraiment comme d'habitude, mais allez, c'était plutôt bien animé avec de la musique assez entraînante. On voit vraiment que Goku il fonce dedans comme si de rien n'était. Bon, heureusement qu'il y a le colonel Black qui offre un peu de résistance avec sa super machine. Ouais, je trouve que ça finit bien cet arc très très. Allez, ça, et puis, finalement il revient à la fin, ça passe au quartier général du Red Ribbon. Ça finit bien le truc, et puis après, ce qui est marrant, c'est que quand Goku il habitue tout le monde, il s'en va avec son nuage magique, et il rencontre
Il y a tous ses amis qui arrivent pour l'aider et au final, non, c'est bon, j'ai déjà tout fait, c'est bon. C'est trop tard. La blague est très bonne, c'est vrai. Il en parle, oui, comme d'une anecdote. Oh non, ils sont pas tous morts, il y en a qui sont partis. J'y suis allé, j'ai récupéré les Dragon Ball, voilà, c'est fini, quoi. Ouais, non, c'était pas mal bien. C'était pas mal. Je pense qu'il y a personne qui le croit, donc il y a quand même plus qui va les vérifier pour être sûr que. Mais voilà, ils sont tous estomaqués par le fait qu'il est réactif. Oui, tout est détruit, Ouais, parce que c'est quand même l'armée du Red Ribbon, c'est. Alors que pour lui, c'était moins dur. Pour lui, c'était moins au paille-paille, quoi. Alors que Kame Sennin lui-même n'aurait pas pu vaincre cette armée à lui tout seul. Ouais. D'ailleurs, son regard, il est source de frissons. On voit Kame Sennin époustouflé par les progrès de son élève. Et d'ailleurs, je crois qu'il fait même le parallèle, ou alors je l'ai inventé, mais je crois qu'il dit ça va être dur de le combattre au prochain Tenkaichi Budokai. Il se dit, oh là, dans la capsule, enfin le vaisseau capsule qu'ils prennent pour revenir, je crois que Kame Sennin dit même, il m'a déjà dépassé, je pense, hein, donc je veux dire, D'où le fait qu'il est un peu remis à niveau dans le prochain tournoi, justement. Il s'entraîne en cachette. C'est vrai. Et après, il va taper des. Ce qui est bien, c'est qu'après, il dépasse les soldats de Frieza et il participe au tournoi du pouvoir aussi. Il s'est bien entraîné. Ah, ça... Pourquoi c'est jeté un blanc? Et là, on n'en a plus rien à dire. Excusez-moi. Bon, finalement, Kame Sennin ne dit pas qu'il est plus fort que lui. Il se retient. Il n'a pas cette vigueur pour affronter une armée tout entière, lui. Kame Sennin se retient. Exactement. Et Kame Sennin qui a une force inestimable. Oui, mais après. Qu'il va falloir s'entraîner plus dur pour le battre au prochain Tenkaichi Budokai, non, ça va être compliqué, quoi. Et Kame Sennin dit exactement. Ouais, parce qu'il l'a pas encore dépassé à ce stade-là. Non, je pensais qu'il l'avait dit, mais en fait, non. Comme c'est Goku, quand même. Donc voilà, donc tout ce que j'avais à dire, c'était vraiment un choix de finale. Ok. Bon, Makusa. Sur un autre truc, mais. Bah écoutez, je pense qu'on peut passer aux recommandations. Donc, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine, Mizu? J'ai longuement hésité entre trois choses. My Hero Academia saison 3, mais ça, beaucoup de monde regarde, donc je vais pas recommander, tout le monde connaît. The Promised Neverland, le manga édité chez Kazé. Beaucoup de monde l'a acheté, donc pareil, je fais l'impasse dessus aussi. J'en parlerai peut-être pour le prochain tome. Je vais parler plutôt du film Pokémon, le 20e film, Je te choisis, Kimi ni Kimeta en VO. Pourquoi? Parce que je l'ai vu que maintenant. Première chose, et parce que il y en a un autre qui va sortir au mois de juillet, donc je trouve intéressant de faire le lien entre celui-ci et le suivant. Donc Kimi ni Kimeta, Je te choisis, ça reprend, pour ceux qui ont regardé les premiers épisodes, ça reprend déjà le premier épisode de Pokémon avec Satoshi ou Sacha dans la VF qui va voir le professeur Shen, Okido Akase, professeur Shen dans la VO, pour récupérer son premier Pokémon et partir à l'aventure. Bon, ça c'est ce qui est repris. On a juste après l'enchaînement avec Pikachu qui aime pas encore son nouveau dresseur, etc., jusqu'à l'attaque avec les Oni Suzume ou Piafabek dans la VF. Voilà, et qui mettent du coup Pikachu mal en point et Sacha ou Satoshi pareil dans un état un peu pitoyable. Après avec le Pokémon légendaire qui passe et dont une plume tombe, enfin bref, et là l'histoire devient complètement différente. On part sur quelque chose de totalement improvisé qui n'a strictement rien à voir avec les autres épisodes et j'ai trouvé ça juste génial. De l'humour, un petit peu d'aventure, de l'héroïsme, une scène finale magnifique, une animation de folie, des musiques terribles, avec des clins d'œil aux grandes scènes de l'animé. Non, franchement, j'ai trouvé ça génial. Une scène triste de Pokémon saison 1 aussi, avec un papillon, hein, je vais pas en dire plus, ceux qui ont... Voilà. C'est repris dedans et c'est tout aussi émouvant, donc... mais vraiment, vraiment génial. Les musiques de l'animé sont les mêmes. Shinji Miyazaki, le compositeur, est resté le même. Il a recomposé des anciennes musiques pour les besoins du film, donc avec une version plus cinématographique, toute géniale. Il n'y a pas de musique achetée. Le doublage est top. Non, franchement, ce film, je me suis régalé devant. Franchement, et pour faire un petit lien avec Dragon Ball, il y a au moins un, peut-être d'autres, j'ai pas regardé la liste complète des animateurs, il y a au moins un animateur de Dragon Ball qui a travaillé sur ce film. Il s'agit de Masaaki Iwane. Donc Masaaki Iwane, pour la parenthèse, c'est le gars qui a animé probablement, et
j'ai même envie de dire presque certainement une grande partie du combat entre Goku et Cell quand ça combat à toute vitesse là entre le sol, le ring, plus après le combat dans le ciel, puis de nouveau ça se téléporte dans tous les sens et tout. C'est l'épisode où Goku à la fin il lance le Kamehameha téléporté. Bon, le Kamehameha téléporté n'est pas de Iwane. Iwane c'est plus très probablement le combat au sol sur le ring plus le combat dans le ciel où il se donne des grands coups de savate et des grands coups de poing dans la gueule. Ça c'est Iwane, on suppose. Et ben il est sur Pokémon, il fait une très belle séquence. Et donc voilà, je recommande le film là parce que je me suis tout simplement éclaté, quoi. Je suis retombé en enfance, j'ai perdu 20 ans de ma vie, un peu moins, j'ai rajeuni de 18 ans, parce que j'avais 10 ans quand j'ai regardé Pokémon pour la première fois, et je me suis régalé. Le même plaisir qu'autrefois, le même. Donc plus encore de plaisir que d'avoir découvert l'anime. Génial. Très bien. À voir donc. Et toi, Goten-kun? Alors moi, ça n'a rien à voir du tout avec manga. C'est plus du côté des comics, donc aux États-Unis. Et c'est une série de comics qui fait suite à une série télé. Donc je pense que vous connaissez au moins de nom la série Buffy. Et donc du coup, il y a eu une deuxième série Angel. Et du coup, la fin de la série TV, donc c'était la saison 7, mais qu'il y a eu une suite du coup en comics, comme Angel a une suite à sa saison 5. Et du coup, là, actuellement, on en est... donc, on va commencer la saison 12 au mois de juin, qui va sortir aux États-Unis, le 20 juin, je crois, exactement. Et du coup, c'est l'ultime saison. Ça sera la fin vraiment de la série sous forme de saison. Apparemment, il y aura encore d'autres comics qui vont arriver par la suite, mais ça serait plus sous le format saison qu'il y avait jusqu'à présent. Ce sera plus un format, je pense, adapté à la parution des comics. Du coup... Ça serait une saison en 4 épisodes, ce qui est assez étonnant pour conclure l'histoire, parce que ça va être une histoire à part entière. Et en 4 épisodes, on se demande comment ça va pouvoir conclure l'histoire, et avec tout ce qu'il y a à conclure d'ailleurs. Et du coup, c'est quelque chose qui me hype beaucoup, étant fan de cet univers. Et du coup, pour la petite histoire, Joss Whedon avait, dans la diffusion de la saison 6 de Buffy, il avait créé un tome issu de son univers, donc ça s'appelle Frey. Ça raconte l'histoire d'une tueuse 200 ans après Buffy. Et du coup, on découvre tout un monde futuriste avec des indices sur ce qui aurait pu arriver à Buffy, qui n'est plus là depuis environ 200 ans, quoi. Et du coup, arrivé à la saison 7, une fois la série TV terminée, on se doute que l'histoire n'est pas finie, vu ce qu'on a vu dans le tome de Frey. Du coup, on sait que l'histoire n'est pas finie, l'histoire de Buffy n'est pas finie, il y a beaucoup de choses à dire encore, et du coup, la suite en comics était évidente. Et du coup, petit à petit, dans les saisons 8, 9, 10, 11, il y a beaucoup d'indices qui tendent à venir vers le futur qui nous a été dépeint dans le tome de Frey. Et du coup, là, ça va être l'apothéose, cette saison 12, crossover entre Buffy, Frey et Angel. Du coup... en 4 épisodes, donc, ce qui est très étonnant. Et du coup, j'ai vraiment hâte de lire ça. À raison d'un épisode par mois, ça va être donc sur 4 mois. Et du coup, après, voir comment ça va se finir, bien ou mal, on ne sait pas trop. Donc voilà, si vous êtes fan du Buffyverse, comme on dit, faut pas louper ça. Malheureusement, Panini Comics en France arrête la publication de Buffy et Angel. Du coup, ça s'est arrêté à la fin de la saison 10, et du coup, ils feront pas la suite, visiblement, ça se vend pas assez, bizarrement. Mais du coup, on n'aura jamais la suite et fin en français, donc faut se tourner vers la VO. Donc, bon, moi, je lis à chaque fois les chapitres, les épisodes qui sortent en VO, mais c'est vrai que même si j'arrive à me débrouiller en anglais, c'est quand même un gros confort de lire en français. Et je suis un peu déçu que ça sorte pas en français, et puis bon, j'aurais bien aimé compléter ma petite collection. Bon, je complète en VO, mais bon... c'est pas pareil. La lecture n'est pas aussi fluide. Même si j'arrive à me débrouiller, c'est vraiment pas aussi fluide. Je suis pas bilingue non plus. Donc. Ouais, c'est dommage. Voilà. Ok, apparemment, il restait 2 saisons, donc je veux dire, pourquoi ils sont pas terminés, quoi. Bah ouais. En plus, c'est des saisons assez courtes. La 11 est pas très longue. Il y a 2 tomes. C'est étonnant, mais bon, apparemment, ça se vend pas assez. Déjà, ils avaient arrêté Angel il y a un petit moment que ça se vendait pas bien, visiblement. La popularité en France est dû bien redescendre, je pense. Ouais, aussi, ouais, c'est possible. Mais bizarrement, parce que la saison 8 de Buffy, ils ont réédité la saison 8. Il y a 8 tomes normalement dans la saison 8, et ils ont réédité en 2 gros tomes.
Et du coup, je trouve bizarre qu'ils aient pu rééditer. S'ils ont réédité, c'est que ça se vend. Et qu'ils arrêtent en même temps. C'est étonnant, mais bon, après... C'est étrange, ouais. Parce que moi, j'avais entendu parler qu'il y avait une saison 8, 9, mais je pensais pas que ça avait continué au-delà. Ouais, si. Ouais. Voilà, si vous êtes fan de l'univers des séries, des 2 séries TV, et surtout lire Fray, qui est vraiment une pépite, je trouve. C'est une des choses qui c'est le fait de mieux dans Buffy Angel, c'est Fray, c'est une pépite pour moi. Que j'ai relu d'ailleurs dans la semaine, là, pour tenir prêt pour la dernière saison. Et donc voilà. Si vous êtes fan de cet univers, n'hésitez pas à foncer. Et encore mieux, si vous vous débrouillez bien en anglais, faut lire la suite. Là. Voilà. Oui, de toute façon, il n'y aura pas le choix. Ouais, il n'y aura pas le choix, malheureusement. Tristan. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine notre podcast sur le Red Ribbon, la saga du Red Ribbon de Dragon Ball. Nous espérons que vous aura autant passionné que nous. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les plateformes dédiées. Et on vous dit à la prochaine. Alors, j'ai juste un petit truc à ajouter par rapport justement au Red Ribbon. Visiblement, j'avais pas fait attention, mais lors de ma relecture, là, le Red Ribbon, dans Dragon Ball, il n'y a pas de B, il y en aurait qu'un seul. Alors, j'avais jamais fait attention, et visiblement, il y a une note, l'auteur voulait qu'il y ait un seul B au lieu des 2. Non. Ça. Voilà, c'était pour la petite anecdote. C'est par rapport à la retranscription en katakana, je crois, de mémoire. Je veux pas trop m'avancer, hein, mais il me semble avoir lu que il n'a pas mis le petit tsu, en fait. C'est-à-dire, le tsu, il double le katakana ou le hiragana qui précède. Donc le B, il a pas voulu dire Red Ribbon, il a voulu dire juste Red Ribbon, tout simplement. C'est-à-dire, sinon, on aurait marqué un temps d'arrêt. Un peu comme dans Piccolo et Piccolo, en fait. Vous voyez, normalement, c'est Piccolo, il y a 2 C, donc, enfin 2 K, en fait, en japonais, parce que le C n'existe pas. Mais voilà, parce qu'il a pas voulu doubler le son pour pas alourdir la prononciation, il a juste voulu dire Red Ribbon et non pas Red Ribbon, tu vois, c'était trop. D'accord, ouais. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Parce qu'en anglais, de toute façon, il s'entend pas le deuxième B, en fait. Parce que du coup, la note qu'il y a, donc c'est mais l'auteur a préféré ne l'écrire qu'avec un. Voilà, c'est ce qu'elle met en note. Parce que c'est juste une orthographe, en fait, en prononciation, il s'entend pas en anglais de toute façon. Donc, oui. Je pense que c'est après, ça dépend, c'est peut-être aussi graphique. Ça concerne pas peut-être uniquement je veux dire, le texte dans les bulles, ça concerne aussi peut-être ce qu'il a voulu écrire quand le logo apparaît, donc on a le RR, mais parfois il est écrit intégralement, il me semble, non? Peut-être sur leur capsule, peut-être sur leurs avions. Oui, c'est possible, oui. Ouais, alors je pense que, c'est peut-être là. Alors sur une des couvertures, bon, c'est l'édition Kazan. Du coup, on voit le colonel Black ou général Black, je sais plus comment son titre, qui est dans son robot, et du coup il y a la marque du Red Ribbon et il y a écrit Red Ribbon avec 2 B. Donc ouais, c'est bizarre. En fait, Toriyama il s'est dit je l'écris avec un seul B, mais en fait je vais l'écrire avec 2 parce que comme ça il y aura des fans qui vont en discuter dans un podcast. Non mais c'est sûr. De toute façon ils nous écoutent. Hein. Merci Gozen-kun pour ce bonus d'après-générique qui, je l'espère, vous aura plu. À bientôt.